Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Nous sommes en direct les mercredis, les vendredis et dimanches à 20h sur la page TikTok DMG TV. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à partir de 12h00. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like. Likez, c'est gratuit, s'il vous plaît. Laissez un like et partagez la vidéo. Donc aujourd'hui, on va écouter les histoires qu'on a envoyées sur le téléphone WhatsApp là, et c'est tellement intéressant. C'est des histoires vraiment puissantes qui vont vraiment sensibiliser beaucoup de personnes. Si tu aimes l'histoire que tu vas envoyer, il y a un numéro là sur la vidéo. Tu envoies ton histoire de moins de 10 minutes, s'il vous plaît. Donc installez-vous bien, on va commencer. Première histoire. Bonsoir DMG TV, comment ça va? Et mon première histoire que j'ai à te raconter ce soir, c'est l'histoire d'un gardien qui a failli d'être vendu par son patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Son patron lui remettait l'argent, beaucoup d'argent que lui-même il n'attendait pas de ça. Et tous les jours, les gens lui disaient que non, ton patron que tu vois là, c'est pas un patron qui est simple. L'argent qui te remet là, faut beaucoup faire très attention. C'est pas un monsieur qui est simple. Parce qu'on connaît beaucoup de gens qui font comme ça. Après, les gens là tombent malades. Après, c'est la mort. Dès que c'est pas une personne, c'est pas deux personnes qui lui disent comme ça, il a dit que non. L'affaire ici là, c'est pas simple. Vaut mieux que non, je pars d'abord au village, je pars d'abord me blinder avant de rentrer, de venir continuer le travail. Comme ça, qu'il manque à son patron que j'ai eu un mariage là au village, ma petite soeur s'est mariée. Il vaut mieux que je n'ai pas d'abord assisté. Comme ça, à Milan, je ne suis pas arrivé au village là. C'est comme ça seulement qu'il a pris la voiture, il est allé au village, il a essayé de blinder. Je te dis, le jour qu'il est rentré même du travail, il est rentré même du village, son patron a commencé seulement à le détester. Petite chose seulement, quitte ici. Petite chose seulement, quitte ici. Petite chose seulement, quitte ici. C'est comme ça que le gars s'est rendu compte. Ah, donc ce que les gens me disaient là, c'était la vérité. Hein? Si je te dis que non, même depuis le jour qu'il est rentré là, son patron lui chassé du travail. Son patron lui dit que non. Son patron a créé le motif pour lui chasser du travail. Son patron lui chassé du travail. Bon, mon première histoire, la moralité est que non, si vous avez votre patron qui vous remet l'argent que vous n'avez pas mérité du travail, il vous remet beaucoup de sommes comme ça, là, il faut vraiment beaucoup faire attention. Il faut vraiment beaucoup se méfier. Il faut d'abord vous poser les questions. Est-ce que ce que j'ai fait là, est-ce que j'ai mérité cet argent? Ce que j'ai fait là, est-ce que j'ai mérité cet argent? Vous voyez que ça ne vaut pas la... Il faut seulement libérer, il faut seulement partir. Parce que si vous insistez là, le puits va vous arriver. Bon, ce n'est que juste mon premier histoire que j'ai à te raconter. Comme je n'ai même pas le temps là. Et en passant, big up, il faut me faire big up à l'homme de l'ombre. Big up à l'homme de l'ombre. Ok, c'est mon première histoire que j'ai à te raconter ce soir. Bonne nuit, à demain. Et en passant, il faut liker, partager, commenter pour faire agrandir la société. Big up, à demain, bonne nuit. Merci. Voilà, merci beaucoup à toi l'ami pour ton histoire, et voilà, il a tout dit. Tu as un patron qui te donne régulièrement de l'argent. Ça peut être de très bonnes intentions, on ne refuse pas, mais il faut être prudent. D'autres aussi vont être vraiment là pour vous aider, genre, mais il y a d'autres qui vont utiliser ça pour vous faire du mal. C'est que comme ça qu'on va vous faire du mal. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un, même si c'est un sorcier. Et puis, tu travailles, vous avez un contrat de travail, de work qui dit par exemple que tu balayes ma maison chaque jour, tu as 40 000 francs. Et il te paye ces 40 000 francs là. Même s'il veut, il soit Lucifer lui-même. Dès le moment où tu as fait le travail que tu méritais de faire là, rien te fait. Là, il va te prendre, c'est là il va mettre 41 000 en haut, 1000 francs en haut pour te donner ça. Le 1000 francs là, c'est lui qui va te prendre la tête. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas faire ton travail normalement et on te prend. C'est quand on va te faire des petits gestes de plus là, en allant travailler un peu là. C'est comme ça qu'on va te prendre. Donc c'est un peu ça, c'est un peu l'échange équivalent. Moi je te donne un plus, toi tu me donnes quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'en dehors du service que tu me rendais, tu vas me donner un autre truc. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça en principe.
On va passer à la prochaine histoire. L'histoire-ci m'a fait vraiment un genre. Donc, écoutez s'il vous plaît. Voilà, je te reviens DM avec une autre histoire. Dans la première histoire, je dis quand on grandit, soit qu'on a eu à vivre des trucs bizarres. En grandissant, soit on devient une personne positive ou une personne négative. Je vais vous demander d'écouter vraiment cette histoire-ci. C'est terrible. Donc, prenez la peine d'écouter s'il vous plaît. Je l'ai dit la dernière fois-ci. Et je réitère cela aujourd'hui parce que je vais raconter une seconde histoire qui est toujours réelle. Parce qu'il y a plusieurs histoires que moi j'ai vécues à la maison avec mon papa et sa maman. Mais là aujourd'hui, je vais vous raconter pour mon papa. Tout était rose de ma naissance jusqu'à l'an 2000. L'an 2000 où on affecte mon papa pour le Nord. Quand on l'affecte pour le Nord, la donne commence à changer. Il ne jouait plus trop avec nous, il n'avait plus de temps pour nous, il était déjà plus consacré à ses amis et ses collègues, bref, ses amis qui peut dire ses collègues plus, parce qu'il n'avait pas des amis autres que ses collègues, où il a adhéré une réunion où tous les fins du mois, cette réunion vraiment, le jour qu'on l'a reçu à la maison, mince, c'était les bœufs que tu voulais voir, les porcs que tu voulais voir, les chèvres. Moi, je comprenais même plus si c'était la réunion ou si c'était la fête. Donc, quand vous êtes enfant, il y a un truc comme ça, vous êtes fiers. Vos amis sont dehors, ils vous attendent. Vous allez porter des plats et tout, vous allez partir donner à vos amis, ou bien de quoi vous suivre dans la chambre, et ainsi de suite. Ils sont alignés aux escaliers, ce qu'ils nous attendaient en bas au rez-de-chaussée. Donc, c'était un peu cela. Alors, maintenant, quand on arrive là-bas, tout était rose, après, la donne change. Papa commence à changer de comportement. Déjà, il fréquentait déjà un de ses chefs, un commandant, qui était tellement collé à lui, il est venu à la maison, on s'entendait bien. Après quelques instants, aux écarts du 6 mois, il débarque avec la statuette de lion là, mais en bois. C'est lui qui prenait soin toutes les semaines, tous les mercredis. Après, de nous tous à la maison, il dit non, c'est moi qui dois maintenant commencer à oingre chaque mercredi avec de l'huile rouge. Moi, je ne comprenais pas le pourquoi. J'étais petite. Je croyais que c'est normal. Moi, j'ai aidé mon papa à faire l'entretien. Quand il demandait papa pourquoi on le fait, il me dit non, ça l'a toujours prié. Personne d'autre ne devait le faire. Ah, ma mère, elle simplifiait, elle disait ah, c'est le père et ses enfants. Comme ça ne suffisait pas, les jeux avec nous ne le faisaient plus, comme j'ai dit d'abord. Des blagues, des balades, il n'y avait plus. Il était distant. Il n'aimait plus trop quand on priait à la maison. C'était un peu bizarre, quoi. Après, c'est plus ça. C'est que quand il nous lave, il commence à me toucher les parties intimes. Il met un peu du temps sur mes parties intimes. Et quand il me dit lave-toi, plus qu'avant, quand il me disait accroupis-toi, tu fais ta toilette intime, il versait juste de l'eau, puisqu'il ne laissait plus couler l'eau du robinet qui sortait du mur, comme on dit souvent. Il prend plutôt de l'eau, il ne verse plus pour que je lave, qu'il frotte mon bas, si je peux dire. Après, il dit non, Tom, parce qu'avant, il disait comment je dois savoir comment laver et tout. Mais maintenant, il le faisait plus. C'est lui qui le faisait déjà. C'est plus moi qui le faisais, mais c'est lui qui le faisait déjà. Et quand il le faisait, il avait une façon de le faire comme s'il me caressait doucement. Quand je vais, je dis à maman, maman, la façon que papa m'a fait la toilette aujourd'hui là, c'est pas comme les autres jours qui me demandent souvent de faire la toilette. Lui-même, il a fait ma toilette. Et il me touchait un genre, il caressait mes fesses, il touchait mon zizi. Il caressait le bout de mon zizi. Ma mère m'a chassé. Ah, les parents qu'on a souvent. Oui. Ma mère m'a chassé DM. Elle me dit, ah, va là-bas, tu es un enfant. Tu ne dois pas parler des trucs comme ça. Tu t'exprimes mal, bla, 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 bla. Ça passe. Une autre fois, il me lave encore. Il fait la même chose. Quand je viens dire à maman, elle me chasse. Déjà comme l'histoire. Et je veux dire cela que c'est quelqu'un qui appelle, c'est une fille, mais voilà, elle pense que on appelle ça Zizi, donc c'est pas Zizi, c'est le, tu vois un peu, donc c'est, faut pas prendre note, c'est juste que
Elle ne connaît pas ce qui veut vraiment dire un zizi, tu vois un peu. Elle me chasse. Déjà, comme l'histoire est tellement longue de ma vie, je vais la segmenter. Donc, couper plutôt. Couper. Et ensuite, chaque jour, je vous raconterai une nouvelle journée de moi, ce qui s'est passé. Alors, il le fait. Je dors, je rêve qu'il y a un gros serpent bois sur la porte. Mon père, il dit, ah, je sens que tu ne réveilles à rien. Je dis à ma mère que ce ne sera pas les derrière, ça les réel. Bon, je sentais des trucs bizarres et tout. Je dis à maman, j'attire ma mère l'attention que papa est bizarre. Est-ce que tu n'es pas sûr, t'es encore petite, hein? Mais 6 ans, 7 ans, dis à papa, à ma mère que, est-ce que tu n'es pas sûr que papa est déjà sorcier? Oh, ma mère s'est fâchée avec moi. Maintenant, les copines de ma maman disent à ma mère, ton mari c'est, ton mari c'est. Ma mère se fâchait avec toutes ses copines qui disaient cela et vous n'étiez plus amis. Ces crânes se rappellent depuis Yaoundé pour dire à ma mère là pour nous faire attention. On est allé quelque part et on s'est rendu compte que ton mari n'est pas quelqu'un de propre. Elle dit, ah, vous êtes jalouse, machin. Tout le monde, ennemi déjà. Quand papa arrivait maintenant en décembre à la maison, dans la famille quoi, en fin d'année comme ça, il vient avec un bœuf dans sa belle famille, dans la famille de maman. C'est pour vous, mallette d'argent. Il n'a eu que les mêmes postes de toute sa carrière. Puis qu'on avait quitté, puis qu'on est arrivé ou non. Un poste, pas petit poste, hein, un gros poste où justifiait toujours la provenance d'argent et que tout le monde qui savait qu'il est dans ce poste disait non, c'est normal. Mais moi, je ne trouvais pas toujours ça normal. Ma mère, elle trouvait ça normal. DM. Ça a tourné avec tant de mystères qui se produisaient dans la maison où, voilà une partie qui m'avait toujours marqué. Où son collègue et papa sont en train de causer un jour sur la véranda quand on rentre sur Yaoundé. Et après son collègue, parce qu'il y a eu des problèmes, parce que maman ouvrait déjà les yeux, qu'elle disait que non, elle veut partir de là, bla. Où son collègue dit, quand tu as une poule à la maison, une mère poule, tu prends ses poussins, tu lèves ta mère poule et tout, et que la mère poule te fait des poussins, il faudra attraper ces poussins et manger. Je suis allée vers ma mère, parce que je ne comprenais pas la signification. Je demandais à ma mère que voilà ce que j'ai suivi papa causer avec son ami à la véranda. Elle m'a toujours chassée. Elle dit, tu as mal entendu. Mais elle va voir papa après. Elle dit, papa, elle dit à son époux, est-ce que ce que l'enfant dit est réel? Il dit, mais non, elle a mal suivi. Il y a les poules qui passaient. On parlait des poules qui étaient en train de passer. Bref, il a sorti une version à ma mère. J'ai dit, ah, ça va. Plus tard dans ces réunions qu'il a toujours allé faire ici. Il reste comme ça, il dit à ma mère que je lève, il prend une somme de 500 000 donne à ma mère. Il dit à ma mère, prends l'enfant, vous partez à Yaoundé. Il ne me dit pas où vous êtes allé, mais ne va pas à la maison de Yaoundé. Ma mère dit pourquoi? Il dit à ma mère, il a fait un mauvais rêve qu'on est venu me chercher dans la nuit et on m'a tué. Ma mère perdue et tout ne comprenait rien. Il faisait tout pour chasser ma mère de partir vite avec moi. Ma mère me prend, me ramène sur Yaoundé. Elle vient me laisser chez ses soeurs. Elle remonte. Mon père dit, je ne veux pas savoir où tu as laissé l'enfant. Maintenant, chez ses soeurs, elle dit cette histoire à ses soeurs. Et qui est ma tante, ma marraine en question. Elle trouvait ça louche. Elle s'en va, comme c'est une femme un peu qui aimait bien les histoires de maraboutage et tout. Elle dit, le marabout là s'en va, dit, le monsieur en question, il a mangé, pas qu'il a mangé, on demande de livrer sa fille. Et comme je suis unique enfant, mais il a plus à adopter, on dit des enfants de la famille, il restait plus avec nous. Et le monsieur en question ne veut pas donner son enfant. On a déjà menacé plusieurs fois. Alors il faudrait qu'on vienne chercher l'enfant, qu'on ne trouve pas l'enfant. Et il ne doit pas savoir où il y a l'enfant. Parce que si il connaît où il y a l'enfant, ça pourra les transmettre là où je suis. Ha. Je vous assure, DM. Le monsieur en question, il m'a fait des histoires, des lavages. J'étais petite, je ne pouvais pas dire non. Je ne faisais que regarder avec mes yeux. Je pouvais que regarder avec mes yeux. Alors là, je suis restée sur Yaoundé tous les congés. Ils sont revenus me chercher. J'ai dit, la fessée. On ne me croyait pas. Jusqu'au jour où il est allé avec moi, il m'a forcé, il m'a fait des rapports sexuels. Et quand je dis à ma mère, elle m'a toujours fessé. Que tu dis n'est pas vrai. Dès que maman s'en va au travail, il reste pas derrière. Il vient me chercher à l'école, il dit c'est moi qui paye l'école, là c'est mon argent. Il vient me séquestrer à la maison. Quand je veux régimber et tout, il lève son ceinturon, il pose ses rendus sur moi, il me bastonne, il me ferme la bouche. Il abuse de moi. Je pleure. Quand maman vient, je dis à maman, il dit que ce n'est jamais vrai.
Maman, où elle avait seulement les yeux envoûtés, donc domptés par lui, je ne sais pas, elle ne me croyait jamais. Elle ne me croyait jamais. Jusqu'au jour où, je vais toujours couper l'histoire pour être bref, où papa s'est couché. Il m'a appelé. Il a appelé maman et les membres de la famille. Après, quand l'oncle est fini de faire, l'oncle prêtre est fini de faire une messe à la maison et tout, il a demandé que tout le monde se confesse et tout, juste ce qui s'est passé. Moi, j'ai raconté tout à mon oncle. Alors, il avait assez de sa soeur. Il est arrivé, il a dit, voilà, aujourd'hui, je peux pas avoir ma nièce qui souffre comme ça, pourtant je suis un homme de Dieu. Il vient, il fait une prière, il fait des incantations, il fait des trucs, il nous lit la messe, après il nous fait boire, manger la première communion, il fait boire le vin des messes des prêtres là. Sur le vin béni, un truc comme ça, oui. Quand on finit de boire, sur les et tout, on demande à tout le monde de libérer son ventre et tout. Papa, il ne dit rien. Il dit que oui, il a pardonné. Il dit la vérité, de grâce et des choses. Il ne dit rien. Après, mon oncle dit que tant pis pour toi, moi, j'ai seulement fait ma part. Et j'ai fait ma part dans le bon chemin. Je sais que tu es compliqué, que tu ne veux pas révéler tout ce qui est dans ton ventre. Il dit tout pour qu'on puisse trouver une solution, tant pis. Il a toujours nié que non, 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 non. C'est ainsi, DM, que papa, un jour, se couche. Quelques temps après, donc je dis un mois après, il m'appelle parce que j'avais à quitter la maison. En ce moment, j'étais à grande parce que je coupe juste l'histoire de ma vie. J'étais déjà grande. Il m'appelle, il se confesse. Il me dit, la sœur de ta mère, la petite sœur, c'est moi qui ai tué. Le petit frère, c'est moi. La cousine, c'est moi. L'autre gardien, c'est moi. Il a cité que, moi, ça me surprenait pas. J'ai appelé ma mère qui vient écouter la partie qui m'a fini et que je ne m'attendais pas et que même ma mère ne s'attendait pas. C'est quand il dit à ma mère, même ton ventre d'accouchement, c'est moi qui ai donné. Ça c'est la partie où ma tête a pris des vertiges parce que j'ai toujours pleuré que pourquoi j'ai pas de frère, pourquoi j'ai pas de soeur. Il disait toujours c'est pas de sa faute, c'est la faute de ma mère, les complications de concevoir. Mais je vous assure, ma mère va à l'hôpital, elle fait tous les examens, elle n'a pas de problème. Concevoir, elle conçoit deux, crois-moi, quelque chose se passe comme le serpent, comme un verre, tu vois comment ça gonfle, ça passe. La grossesse part, on voit seulement les saignements après qu'il débute. Jusqu'aujourd'hui que je suis déjà grande à cet âge. Et que j'ai déjà croix grands enfants, ma mère, elle ne conçoit pas. Et peut-être encore bien jeune, parce qu'elle m'a eu très jeune. Dans les 17 ans, comme ça, 16 ans, ma mère m'a eu très jeune. Déjà, quand je dis ma mère, on pense que c'est ma grande soeur, parce qu'on fait... Je suis même plus vieille que ma mère physiquement, puisqu'on fait la même génération et tout. Et déjà, je suis même pas encore dans la quarantaine DM. C'est-à-dire, c'est la partie de cette histoire-là qui m'a fini, qui m'a abattu quand le papa, il a dit... Même ton ventre, c'est moi qui ai donné ton ventre et tu ne peux pas concevoir. Et sache que toutes ces richesses, les maisons, les terrains, les voitures, tous tes vêtements, tout ce que tu as, c'est le fruit de ton ventre. J'ai mis les mains sur la tête. Comme j'avais porté mes pieds sortis de chez mon papa, comme il est décédé là, j'ai plus jamais remis pied. Ma mère aussi, elle est sortie. Elle de son côté. Continue, comme elle est fonctionnaire, continue à vivre là-bas, elle a son terrain, elle est construit là-bas. Je suis allée de mon côté, j'ai plus jamais mis pied où papa était. Où il a construit ses maisons en général, quoi. J'ai tout abandonné, j'ai tourné le dos. Pourquoi? Parce que moi, je vois tous ces biens-là, comme si c'était mes frères, qu'on a vendus pour avoir cela. Donc pour moi, c'est choquant. Jusqu'aujourd'hui, je t'assure, je suis en location, je me bats à construire, je ne suis plus jamais reparti là-bas. Parce que quand on m'appelle même que me voilà, il s'est écrit tout, tu fais comment? Je dis que fichez-moi le camp, un jour je vais revenir. Mais moi, consciemment et personnellement, DM, je ne me vois pas en train de retourner là-bas. Qui sait? C'est abandonné tout un peu dans les herbes, il doit l'abandonner un peu de partout, qu'il a investi. Je suis plus moi là. Donc c'était un peu ça pour la petite histoire. C'est pour ça aussi je voulais... sensibiliser en disant que franchement, chers parents, surtout chers mamans, quand vous avez des enfants, si un enfant vient te dire quelque chose, ou veut te dire quelque chose, ne chasse pas cet enfant. Il faut écouter l'enfant et vérifier tout cela. Parce que je vous assure, un enfant ne peut pas se lever et venir te raconter une histoire comme ça. Même si des fois, il y a des petits enfants qui mentent, mais dans ce mensonge, il y a un minimum de vérité. Et si maman m'avait écouté depuis toute petite que je chantais, je criais et tout,
Plus qu'en ce moment, il n'avait pas encore vendu son ventre. Et si elle m'aurait dit, il ne serait jamais trop tard. Mais là, maintenant, elle a tout fait. Elle a marché de partout, plus rien. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, Écoutez il vos faut enfants. souvent écouter les enfants. Prenez la peine d'écouter Wow. et de... C'est un très bon conseil là. Prenez la peine d'écouter vos enfants. Un enfant ne peut pas se lever un matin comme ça, veut dire que papa a couché avec moi. Pour rien comme ça. Mais si un enfant qui parle bien, qui connaît ce qui veut dire coucher avec quelqu'un, il te dit ça comme ça, mon ami, tu vas négliger par rapport à quoi? Il y a des trucs qui nous arrivent dans nos maisons, pas parce qu'on sommes trop mauvais, mais parce qu'on n'arrive pas à donner l'oreille à ce qu'il faut. Un enfant vient comme ça et qui... Ça m'a touché quand j'écoutais l'histoire. Et vraiment, en tant que parent, vous avez l'obligation d'écouter vos enfants. C'est comme ça. C'est la dictature maintenant. Il ne suffit pas encore de demander que s'il vous plaît. Si vous êtes obligé d'écouter les enfants. N'écoutez pas, c'est la gifle spirituelle. En tout cas, merci de liker la vidéo s'il vous plaît. Juste cliquez sur le pouce bleu qui est comme ça là. Ou bien si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi cliquer sur le... En tout cas, il faut seulement participer. Ça dépend. Donc, on va continuer. Un homme et les noyaux dans le ventre. Yeah. En tout cas, alors, écoutons d'abord l'histoire, pardon. Voilà, je vais te raconter une très courte histoire réelle, toujours à la maison avec la mère de mon papa. Mais elle est très dans un épisode de ce qu'on a encore vécu. Alors, elle tombe malade. Son fils dit, maman, je t'amène à l'hôpital. Ma grand-mère tourne sur place, elle dit qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital. Elle tourne sur place, elle dit qu'elle ne veut pas aller à l'hôpital. Mon père dit à sa mère, mais vraiment, si tu es chez moi ici là, et tu es malade, je ne t'amène pas à l'hôpital, tu décèdes, la famille, le village, tout le monde dira que je t'ai tué. Et tu sais, maintenant, dès que quelqu'un meurt seulement, c'est moi qu'on pointe du doigt, même où je ne connais pas. Il faudrait qu'il trouve une solution avec toi. Ma grand-mère dit à mon père, si tu m'amènes à l'hôpital, je ne vais pas mourir là-bas. Sache que maman sera posée sur ta tête. Mon père dit, bah, c'est comme tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec, j'assume. Elle refuse. Il vient, gare sa voiture, il porte sa main de force, il dit, ici tu peux me dépasser parce que papa était baraqué. Hein. Il avait 2,5 m, costaud, plus de 100 kg quand il monte là. La balance tourne, oups, ça finit. Alors il porte sa main, il met dans la voiture, il démarre, il va à l'hôpital. On fait des examens, des échographies et tout et tout. Parce qu'elle disait qu'elle a mal, c'était à côté de la côte, un truc comme ça. Donc il fallait qu'on fasse les examens dans le ventre et tout. On fait les échographies et tout. Quand on remet les échographies, il regarde, lui ne comprend rien. Il rentre, il montre à sa femme. Il montre à la maman, il dit, mais toi aussi, regarde un peu les échographies de ta belle, mais je ne comprends pas. Parce que je vois un truc sur l'échographie, ce qui n'est même pas vraiment normal dans mes yeux. Quand il regarde, ça a une forme bizarre, comme le sexe de quelqu'un, et tout, et tout. Même le médecin était vraiment dépassé sur l'échographie, que c'est comme le sexe d'un homme dans son ventre. Alors il dit, il faudrait qu'on le paie. Le médecin dit qu'il faudrait qu'on le paie la grand-mère. La grand-mère commence les problèmes. Que wow, mieux pas mourir chez le village. Oh, ça fait si. Que si on tente de poser le bistouri sur elle, qu'on sache qu'elle va mourir. Elle a fait des problèmes jusqu'à des gens sont arrivés, des oncles que papa a fait appel. Que vraiment, je comprends pas ce qui se passe avec votre tante, avec votre soeur, votre cousine, quoi. Et ils sont arrivés et tout. Ils ont regardé mon père, ils ont dit à mon père que dans la vie, il y a des problèmes qu'il faut éviter. Si ta mère dit que ne m'opérez pas, il ne faut pas l'opérer. Mais si toi tu dis qu'on opère ta mère, c'est ton problème. Tu vois que la vie elle est fatiguée. Il dit non, j'ai des moyens, tout, ma mère peut être malade. Papa qui dit c'est, ma mère ne peut pas être malade et on ne prend pas soin. Ah, quand c'est comme ça, ils ont parlé, ils sont partis. Papa a porté sa mère encore, ramené à l'hôpital. Elle dit non, maman, c'est comme ça, on va juste te faire des examens encore pour revoir, te donner des médicaments que tu vas boire. On a injecté la grand-mère sans qu'elle ne le sache. On va poser sur la table. On fait l'échographie. On paie la grand-mère pour enlever ce qu'elle avait et tout. Ah, elle a enlevé vraiment le pénis de avec les noyaux DM. On était petits. Elle était à la maison, on était ça va dépasser. Dit le pénis d'un homme avec des noyaux qu'on a retiré dans le ventre de ma grand-mère. Où elle a mangé. Déjà, elle était réputée comme une sorcière. Où elle a mangé
quelqu'un à la sorcellerie, ça tourne au vinaigre ou c'est que c'est calé là, elle se les connaissait. Mais finalement, la grand-mère, elle est décédée. Et comme elle est décédée là, on a amené le corps à la morgue. Les gens qui étaient au village disaient que quand ils passent devant sa maison, qu'on voyait la grand-mère là au village et tout et tout. Ah, on ne croyait pas toujours à ces histoires-là. On enlève le corps de la grand-mère de la morgue, on fait la levée, on met dans le corbillard, direction pour le village. Je vous assure, devant le village de ma grand-mère, avant d'arriver au village du grand-père, on se passe devant le village de la grand-mère. La voiture tombe en panne, que la voiture n'avance plus. On a poussé la voiture, rien. Comme le soir, les arrivés là, ils ont même mis les lampes tempête. Ils ont tout fait, rien, la voiture n'avance pas. Ils ont commencé à dire, oh, elle veut pas aller l'enterrer dans le village de son mari, elle veut rester dans son village. On dit, mais non, elle était mariée, elle doit rentrer dans le village de son mari. Ils ont tout fait, rien. Alors, il y a un collègue du papa qui sort là-bas en tenue. Il dit, ici, je peux suivre mon papa de voir les choses que lui n'était pas encore du quartier, lui il faisait semblant. Son collègue sort, il va chercher des feuilles de palmier, il attache partout sur la voiture. Il a ouvert le cercueil. Il a pris la feuille de macabo qu'il a coupé toujours là en bordure de route. Ouvrir le cercueil, fouetter le cadavre de ma grand-mère DM. Je vous assure. J'étais dans le camion comme ça, dans le camion militaire comme ça, j'étais dépassée. Puis ils ont pris ça comme corbillard pour amener jusqu'au village. J'étais dépassée. Peut-être s'il y a certains qui se rappellent de l'histoire en ligne et qui suivent, qui sont ses collègues, bon, ils les ont maintenus, quoi, ils vont reconnaître l'histoire en question. Il y en a fouetté le cadavre de ma grand-mère, il y a eu pitié, même que c'est encore un cadavre fouetté comme ça, il commençait à pleurer comme j'étais petite. On a refermé le cercueil. Je vous assure, la voiture a démarré. Démarré jusqu'au village où on devait aller l'enterrer. Le lendemain, dans le jour de l'enterrement, tout un mur de la maison s'est écroulé. Après, quand on ferme le cercueil, après la messe et tout, on descend le cercueil sauté. Ouais, on verse la terre, Quelque chose a commencé à cogner le cercueil là-bas. Cogner le cercueil, les bruits. Cogner le cercueil. Donc, on était obligé de creuser pour la partie qu'on avait, on n'a pas encore carrément fermé la terre. On dit il faut creuser, il faut sortir, il faut voir si ça se réveille et tout. Mon père dit que c'est pour vous. Les autres disent que non. Elle a fait des jours à la mort. Elle a fait 2 mois à la mort. Alors, une personne qui a fait 2 mois à la mort, elle a le formol et tout, il ne peut plus être en vie. Donc, ne n'ouvrez pas. Déjà, vous connaissez, le gel avait une renommée de sorcière au village et tout. On ferme le cercueil. On n'a pas voulu sortir le cercueil, quoi. On a enterré. Le lendemain, 2-3 jours après, non, le lendemain, nous sommes rentrés, mais le papa est resté pendant 9 jours auprès du tombeau de sa maman avec la lampe tempête. Comme on dit souvent, de garder la tombe pendant 9 jours. Après 9 jours, il est rentré sur Yaoundé. Maintenant, les gens du village ont commencé à se plaindre que quand on passe devant la maison de la grand-mère même, on entend comment quelqu'un écrase sur la pierre. Cric, croc, cric, croc, cric, croc, 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 c'est la pierre. Après, on entend comment quelqu'un baille. Ah, en se tirant, on entend le bruit des couvercles de marmites. Et qu'en journée, on ne voit rien. Là, il n'y a rien. Ça a abandonné dans les herbes et tout. Mais en soirée, il y a une petite lampe tempête qui brille. On entend des bruits et tout. Tout le village en parle jusqu'à présent. On dit que, oh, on doit aller faire les rites. Oh, on doit faire ça. Qui a mis pied là-bas? Comme si un fils avait décidé. Nous-mêmes, on ne peut pas mettre pied. Parce que nous-mêmes, des affaires de sorcellerie, moi particulièrement, je ne vois même pas pourquoi j'irais là-bas et tout. Franchement, j'étais dépassée. Dépassée de chez dépassée. Vraiment, les mamans qui ont la sorcellerie dans le ventre là. Il faut souvent laisser, on vous opère. C'est pour votre bien. Mais quand vous ne laissez pas, voilà le résultat. Voilà. Vraiment. Moi, on me demande de garder la tombe là pendant 9 mois. 9 jours. Ok. C'est mon frère, c'est moi qui t'a tué. Yeah, non, tu es parti. Bye, bon, la route. Salut tout le monde en passant. Hey, tu gardes la tombe 9 jours que je suis gardien des morts. Non, pardon, gars. Hey. Tu meurs, dans tête, tu pars, gars. Tu pars. Moi, monsieur, je meurs. Oh, les cérémonies là, ça ne m'intéresse pas. Comment? Ça. Imagine, on te demande à toi de garder une tombe comme ça là. Maman, on te dit qu'elle était sorcière ou qu'elle a compliqué le truc. On parle de quelqu'un, elle complique la vie comme ça, on demande de garder la tombe. Tu vas garder la tombe là, demande en commentaire.
Toi, tu vas garder la tombe là. Moi, j'ai démission, démission officielle. C'est même pas là que vous... Ok. Prochaine histoire. Bonjour mon frère, je suis très heureux d'écouter ton émission chaque fois. En tant qu'Africain, je pense que c'est des choses il y a des choses mystiques qui se passent partout en Afrique. Moi, je suis de Côte d'Ivoire. Je voudrais raconter quelque chose que j'ai vécu et qui m'a vraiment donné des frissons. À l'époque, j'étais délégué médical dans une compagnie, dans un laboratoire du moins, et il y a une pharmacie dans la ville de Divo, c'est dans le sud-ouest de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Gagnoa, c'est-à-dire de Divo à Gagnoa, c'est quelque chose comme 1 heure de route en voiture. Et j'ai reçu une commande d'un pharmacien et le pharmacien voulait que je livre le matériel à 6 heures. À 6 heures, parce que des gens devaient venir prendre ça et aller quelque part d'autre. Donc il était question pour moi de quitter Gagnoa aux environs de 3 heures du matin. J'ai voulu venir à 3 heures du matin, comme ça j'allais venir garer devant la pharmacie, attendre, vraiment être à l'heure. Donc je n'ai pas bien dormi, je me suis réveillé, j'ai pris la voiture. Quand on quitte Gagnoa, on dépasse Lakota et on va à Divo. Mais avant d'arriver à Lakota, dans un village, j'ai vu une dame, une femme. Je conduisais, elle était en pleine route. Elle était nue, vraiment nue, elle n'avait rien. Elle marchait et elle avait levé la main droite avec un seul doigt en l'air et elle marchait. Elle marchait, j'étais dans la voiture, j'étais derrière elle. Comme elle occupait toute la route, donc je ne pouvais pas la dépasser. Elle était en pleine route et donc j'ai ralenti derrière, j'ai roulé doucement, jusqu'à ce qu'on traverse le village. Parce que le village est de deux côtés, il y a un côté à droite et un côté à gauche et la route est au milieu du village. Donc il y a des deux côtés du village, mais ce village n'était pas éclairé à l'époque. Donc tout était noir, mais la dame elle était nue et elle mit un doigt en l'air, elle a traversé le village. Je roulais doucement, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des frissons. Ma tête était comme enflée. Mais je suis resté derrière elle avec les phares. À un moment donné, quand on a traversé le village, malheureusement, mes phares se sont éteints. Quelques secondes. C'est-à-dire, il y a eu un noir pendant quelques secondes. Et puis, après, quand mes phares se sont rallumés, c'était pas moi qui avais éteint les phares. Hein. Les phares se sont éteints seuls. Et quelques secondes plus tard, les phares se sont allumés. Et quand les phares se sont allumés, la dame avait disparu. Elle avait disparu. Donc, je suis allé, j'ai fait la livraison, je suis resté, je suis revenu. Et à mon retour, je me suis arrêté dans le village. J'avais des jeunes qui étaient là et je me suis arrêté. Il y a quelques jeunes qui sont venus vers moi et je leur ai raconté l'histoire que j'avais vécue. Et ils ne se sont pas étonnés.
Ils ne sont pas étonnés, ils m'ont dit non, que généralement, ceux qui sortent tard voient cette femme et que c'est une femme qui était dans le village, qui est décédée et qui fait ça. C'était un revenant. Quand je suis rentré, je ne sais pas si c'est la peur qui l'a fait, qui est fait du moins, mais quand je suis rentré, 2 jours après, je suis tombé malade, vraiment malade. Et il a fallu que je vois des gens, des tradipraticiens pour me laver. Et après, j'ai dû oublier cet épisode-là. Mais ça peut dire que y a des trucs mystiques qui se passent en Afrique. Et voilà un peu. Il y a des trucs mystiques qui se passent, pas seulement en Afrique, même en Europe. Hein. Et je pense que le conseil ici, c'est les trucs des marches de nuit là. Surtout quand tu traverses les villages, mon ami, la nuit. Gars, faut faire attention, tu vas voir des trucs. Parfois, ce sont des animaux, des totems que tu vas voir. Parfois, c'est des trucs comme ça là. C'est vrai, moi j'ai écouté l'histoire là et j'étais vraiment dans l'histoire. Donc, j'étais en train de me créer les images de l'histoire. Ça m'a donné beaucoup de frissons. Hein. Eh oui. Surtout la partie où les phares sont éteints là, c'est la magie. Hey, likez la vidéo, s'il vous plaît. Hein, I'm begging. On like la vidéo. Donc, on va prendre une prochaine histoire. Bonjour, moi c'est la jeune Emilienne. Je réside au Cameroun, précisément à Douala. Je travaillais dans un snack à Bouna-Moussadji. Mon message c'est plus pour sensibiliser les filles. Les filles qui partent en boîte de nuit prennent les serviettes hygiéniques du genre, elles saignent, elles prennent les garnitures et jettent dans le seau poubelle aux toilettes. Pour les autres qui prennent, elles finissent de faire pipi, uriner, elles prennent le lot, tu sais, nettoient les fesses et jettent dans le seau poubelle. Un jour alors, on avait fini le travail. Vous voyez un peu, je partais uriner. C'était vers 7h, 8h, vu qu'on avait une réunion. On a fini de faire la réunion. Mais 7h, comme ça, 7h passe en fait. Vu que chaque fin de week-end, comme ça là, on fait une petite réunion. Mais 7h passé, je pars aux toilettes pour uriner. Je couvre notre nettoyeur. Il est en train de créer dans le seau poubelle les garnitures. Il crée les garnitures, il met dans un plastique. Je la crape en train de faire ce cri. Dès qu'il me voit, on peut dire quoi, il tremble un peu. Il tremble en fait. Il prend les garnitures, il continue à faire son cri. Vu que moi, je dis que c'est quoi, donc c'est rien. Moi, j'ai fini de faire pipi, j'ai fini de faire pipi, je ressors. Je la crape, je vais l'appeler ici Bonheur. J'ai dit Bonheur, tu fais quoi avec les garnitures? Je sais pas que c'est la saleté que tu fais. Il me dit en parabole que tu connais combien une garniture vaut. Je dis que c'est son problème en fait, je le laisse. Après il finit, mais le temps que je nettoie mes mains, il finit après c'est 7 à 8 garnitures. Non, je pense oui, c'était plus de 10, c'était plus de 10 garnitures déjà utilisées. Il a mis dans son plastique, il a fermé le sac. Il a mis dans son plastique, il a mis dans son sac et il a fermé son sac. Moi, je n'ai pas trop prêté attention. C'est quand j'ai commencé à suivre les histoires mystiques dans les réseaux sociaux que je me suis dit que, le gars s'il prenait les garnitures comme ça, là, sûr que c'était pour aller, soit vendre, soit faire les pratiques sur ça. Donc les filles, faites très attention quand vous partez au snack. Ne jetez pas vos garnitures n'importe où. Faites très attention. Très attention. Même les lotus déjà utilisés. Je ne sais pas si vous pouvez mettre dans un plastique, arriver chez vous, jeter. Voilà le conseil, même si l'audio était de mauvaise qualité. Quand vous voulez faire vos audios, s'il vous plaît, assurez-vous qu'il n'y ait pas de bruit autour. Et arrêtez votre téléphone. Normalement, on arrête le téléphone comme ça. Pas trop près de la bouche, comme ça, juste comme ça. Et on fait son voice. Et on évite des bruits là. Et quand vous finissez, même réécouter.
que ce soit facile à écouter. Vous avez des bonnes histoires, mais parfois l'audio étouffé, c'est pas bon. Mais entre-temps, c'est pas une raison pour ne pas liker la vidéo. Like la vidéo. Merci pour ceux qui like. Ceux qui ont liké les anciennes vidéos, ceux qui ont pris la peine d'aller laisser des commentaires et tout. Merci à vous. Sur YouTube, il n'y a pas de cadeaux pour qu'ils demandent des cadeaux, mais c'est bon. Ici, là, c'est les likes que je demande. Donc, on va prendre une prochaine histoire. Excusez-moi. Juste une minute, je cherche l'histoire. D'accord. Bonsoir. Bon, déjà, mon histoire, c'est une histoire que mon papa m'a racontée étant toute petite. Voilà. Papa m'a raconté cette histoire et que vraiment j'ai trouvé toujours drôle. Voilà, il me disait en tout cas que quand il était petit, il allait à l'école et déjà à l'époque, il nous faisait comprendre que ils allaient à l'école le matin, que c'était la mi-temps en fait. Quand ils allaient le matin à l'école, aux environs de 11h midi, je pense bien, on leur donnait une pause de 1 heure de temps. De une pause, 1 heure, 2 heures de temps. Et ils revenaient à 15h. Je crois que c'était ça. 13h, 14h, en fait. 13h, 14h. Pour rentrer à 17h. Voilà, c'était ça. Et il me faisait donc comprendre qu'un jour, il est parti à l'école, il n'avait rien à manger. Que sa maman, qui est ma grand-mère, n'avait pas de moyens et tout au village. J'étais dans la Léquier, à mon atelier. Mais je vais taire le nom du village, je préfère ainsi. Il allait à l'école, il marche à pied, il me dit c'était à des kilomètres. Que parce que nous on fait aujourd'hui, on a le transport, on a 0 pas d'établissement et tout, qui pour eux à l'époque, je marchais des kilomètres, très loin pour arriver à l'école. À pied, et tu rentrais à pied. Dans tout ça, t'as pas quoi manger, peut-être un petit manioc dans le sac. Et quand il n'y a même pas ce manioc bouilli, tu ne manges pas. Alors il s'en va à l'école à pied, sans quoi manger. Il va à l'école. Alors il arrive à l'école, il finit de faire cours. On donne la pause, on sonne la pause. Et quand on sonne la pause, il voit que l'école, la maison est des kilomètres pour rentrer à la maison manger. Et revenir, c'est pénible. Et il dit, il voyait que rentrer à la maison, chercher quoi manger, et pourtant il n'y a rien à la maison. Donc il a préféré ce jour rester à l'école. Il est resté à l'école. La seconde mi-temps a repris. Il a commencé les cours et tout. La fatigue et tout. Au moment de rentrer à 17h, et la famine, il marchait à peine. Il marchait à peine. Il dit, le 18h, il a crevé en route là. 19h, 18h, passé 19h. Et comme c'est au village, vous savez, quand la nuit tombe, les maisons sont séparées bien. Il y a des bosquets et tout ça, il y a du noir, il n'y avait pas de lumière à l'époque là. Je n'étais même pas encore née. C'est ce qu'il m'a dit. Il me dit tellement il avait faim, que le vent que je tournais, il ne savait plus comment faire, mais il marchait, il se battait, puisqu'il me dit souvent, sa maman était le style de femme qui ne s'en fout des enfants, elle va et boit, on appelle ça le dentol, les sachets, les trucs comme ça, il n'y a pas encore les sachets à l'époque, bref, le dentol, le vin de palme, elle sous les restes là-bas, elle ne gère pas la maison, elle ne gère pas les enfants, ni son mari, donc se débrouillait eux-mêmes comme ça. Il avait faim, tellement il avait faim. Il marche. Il dit à un niveau au bosquet, il constate qu'il y a une maison avec la lampe tempête. Tellement il avait faim, il avait soif, il se dirige vers cette maison. Il toque, il trouve, il entend une voix qui dit ancrer, il ancre. Il voit une vieille dame, une grand-mère, qui dit, c'est comment mon fils? Il dit, pardon, grand-mère, j'ai tellement soif, je voudrais boire ne serait-ce que de l'eau avant de reprendre mon chemin. La grand-mère en question dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle remet de l'eau à mon papa.
Il boit cette eau, il dit merci. Quand il se tourne pour partir, la grand-mère dit non, tu es tellement fatigué et tout. Assieds-toi, tu prends place et tu manges d'abord avant de voir comment tu vas rentrer. Il l'a mangé. Il dit qu'il l'a mangé, il était fier. Bref, il me rappelle, il m'a pas donné gros. Ouais, il m'avait dit qu'il avait mangé la viande de brousse. Oui, c'était ça. La viande de brousse avec du manioc que la grand-mère qu'il avait donné à manger, qu'il lui avait donné à manger, était tellement gentil. Et sur le canapé de l'autre côté était couché un grand-père dont il a supposé qu'il est l'époux de la grand-mère. Il était couché sur le canapé, bon, les canapés en rotin là, oui, en paille. C'est là où il était, allongé. Mais il bougeait quand même puisqu'il a dit, papa a dit qu'il avait l'air d'être fatigué, le grand-père en question. Quand la grand-mère a fini de donner à manger, elle a dit, ouais, nous on n'a pas eu d'enfants et tout, nous sommes seulement 2 dans la maison comme tu nous vois là. La nourriture est assez pour nous, mais tu peux en manger autant que tu en as besoin. Mon papa a dit, ok, merci maman. Il a mangé. Et après, la grand-mère a mis une note. Elle dit, il se fait très tard. Si tu rentres à l'heure, si ce n'est pas bon pour toi, couche-toi là, tu dors. Et demain matin, tu iras très tôt à la maison quand tu vas te lever. Mon papa a dit, ok, il dit que tellement il a mangé, qu'il était fatigué. Donc, quand la grand-mère a seulement dit que tu peux dormir, lui, il avait mis à fermer les yeux. Hein. Quand on dit tu peux dormir, avant que la grand-mère réveille, que voici où tu peux t'étaler et tout, il avait commencé à fermer les dormir, lui. Il me dit avec son petit cartable qu'il n'avait juste que la doise. Et rien d'autre. Et un cahier où il mettait tous les coups à l'intérieur. Il me dit, okay. Il dit, ok, il s'endort, la grand-mère arrange, se couche, il s'endort où il devait dormir. Maintenant, le matin arrive. Mon père me dit qu'il s'est réveillé sur le tombeau. Sur le tombeau, je vous assure. Il s'est réveillé sur le tombeau, dans un bosquet, dans la brousse. Bon, à quelques mètres de la route quand même. Et pourtant, il a vu une maison en soirée et tout. Bon, moi, je dis, papa, c'est pas l'effet de la famine qui t'a fait ça et tout. Il me dit, non, c'est pas l'effet de la famine. Je te raconte une histoire réelle. Après, il me dit, quand on ira au village, je vais te montrer cette tombe en question et où c'était arrivé et tout. J'ai dit, ah bon, il me dit si. Quelques années plus tard, pas quelques années, des années plus tard, pas quelques, parce que c'est la première fois après que j'arrive au village, dans la grande. Il me dit, l'histoire que je vous ai toujours racontée de moi, c'est ici. Et ma vie de souffrance avant d'être ici aujourd'hui, c'est ici. Et c'est comme ça qu'on a vu ce tombeau en question. Mais je vous assure, comme quelqu'un a dit, quand tu crois pas aux histoires mystiques, c'est bizarre. Et en plus, j'allais attirer l'attention en disant que il y a certaines situations quand on vit étant encore tout petit. Quand on grandit, beaucoup de choses nous suivent. Moi, je peux dire qu'ils nous suivent. C'est beaucoup de choses nous suivent. Seulement qu'on ne fait pas le lien avec ce qu'on a vécu dans l'enfance. Soit on devient une personne négative, soit on devient une personne positive. Donc, c'était ça pour l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire et voilà. Et dans les commentaires, et la patience, là, ceux qui sont patients, merci à vous pour la patience. Et laissez le like. On va continuer simplement. Vous pouvez arrêter de faire trop de commentaires. Laissez le like sur la vidéo. Hey, comment? Prochaine histoire. Bonjour mon frère, je suis tombé sur ton émission il y a 2 jours et du coup je suis tombé sur le charme. Les histoires qui s'émanent de ton émission sont à la fois édifiantes et très très captivantes. Alors je voulais profiter de l'occasion pour faire part de ma part d'histoire puisque l'objectif principal c'est de sensibiliser la communauté. C'est 2 histoires. La première qui me paraît un peu courte et un peu drôle, mais c'est quelque chose qui s'est passé. C'est un cousin qui a vécu ça. En fait, nous sommes ici à Batouri en 2016 dans un quartier Sambo
pour ceux qui connaissent se retrouveront. En fait, mon cousin, c'était un charpentier qui gagnait pas mal sa vie. Et un beau jour, il décide de se lancer dans les cotisations. Alors, un ami l'a fait part d'une cotisation qui avait un nombre d'adhérents assez élevé et qu'on pouvait bouffer jusqu'à 500 000, parfois 1 million. Le gars n'a pas donné toutes les explications. Il a fait seulement comprendre que tu cotises 50, 100 000, ça dépend. Et le nombre de personnes que tu trouveras, ils vont s'arranger. Bref, tout ce qu'il y a dans une cotisation plus normale. Alors, il a eu un chantier qu'il a eu à livrer. Je pense qu'il m'a montré jusqu'à montrer l'argent. Il avait eu à gagner de 250 000. Le gars a donc décidé d'intégrer ces cotisations et qu'il va se battre chaque fin du mois de déposer 100 000 pour finaliser la construction de sa petite maison. Alors, il arrive donc un dimanche dans cette fameuse cotisation avec son ami en question. On le reçoit, on l'explique et le gars enchanté, il décide donc de s'inscrire en cotisation de 100 000. Les messieurs sont un peu contents, ils déposent l'argent. Et alors, mais par toute attente, on dit au gars que comme tu vois là, nous aimons la fougue qui s'émane de toi, le dynamisme qui s'émane de toi, tu vas bouffer en premier. Le gars dit, mais attendez, bouffer en premier comment? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? D'habitude, lorsque tu entres dans une cotisation, tu es venu trouver des gens qui sont là depuis, des gens qui attendent de bouffer. Mais c'est quoi cette histoire que j'arrive et vous me dites que je dois bouffer? Il va dire que non, c'est pas un souci. Ici, c'est pas un problème d'argent. Donc, tu vas bouffer et quelqu'un d'autre va bouffer le mois prochain. Le gars dit non. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Classez-moi normalement. Je ne veux pas être le premier à bouffer. Des petites discussions commencent. Les gens insistent, les messieurs qui l'ont reçu insistent. Le gars dit que non. J'ai dit que je ne peux pas bouffer. Il a eu à déposer l'argent. La discussion a essayé de s'arranger. Le gars est parti. Fin de la réunion, il est parti. Arrivé donc chez lui, bizarrement, il trouve sur sa table une somme de 1,5 million. Le gars dit que c'est quoi cette histoire? Des histoires qu'il entend souvent que ça arrive à d'autres CDA. Subitement, son esprit fait penser à la cotisation, la réunion dont il sort. Puis c'était dans une maison, la maison de... C'est quelqu'un qui recevait, le président. Il ramasse donc tout cet argent. Il part. Il dit, je vous ai dit que je ne voulais pas ces histoires de cotisation. Il dépose l'argent, il sort. Il rentre, il trouve encore l'argent sur sa table. Elle est un peu hilarante cette histoire, mais quelque chose qu'il a vécu. Et comme c'était un gars assez fort de nature, il a pris la machette qu'il a soigneusement affûtée, il a encore ramassé cet argent, il est parti déposer. Il dit que si je vois cet argent chez moi, je vais commettre un crime ici. J'ai déposé 100 000, restez même avec, je ne veux plus faire vos histoires de réunion là, je ne veux plus. C'est donc là que, en rentrant, qu'il n'a plus jamais vu, entendu parler de cet argent. L'argent n'a plus jamais atterri chez lui et il a coupé les ponts avec son ami en question. C'est pour dire quoi, la leçon à tirer, c'est que nombreux sont des réunions bizarres qui se déroulent ici d'ailleurs. On ne sait pas parfois où on peut mettre la main pour se retrouver en train d'adhérer à des réunions bizarres où on te demande, toi tu pars simplement sachant que c'est une réunion, tu vas cotiser, tu arrives, c'est déjà autre chose. Vraiment. Donc il faut faire très attention, chers frères et sœurs, il faut faire très attention dans les réunions qu'on adhère de nos jours. Wow.
Merci beaucoup pour l'histoire. Il y en a tellement des réunions. Tu vas voir ça là, de rien là sur les réseaux là. Tu vas voir sur WhatsApp par exemple les statuts. 20 000 la semaine, qui est partant, 7 places disponibles. 30 000 le mois, qui est partant, c'est 25 places disponibles. Tu entres dans les réunions, tu ne sais même pas c'est quelle réunion. Généralement, les réunions, ce sont des trucs qu'on fait souvent avec une communauté particulière. C'est pas n'importe qui qu'on invite dans les réunions. Tu vas voir, ce sont des gens, par exemple, la famille telle à sa réunion, juste pour pouvoir épargner et s'aider mutuellement. D'autres familles a comme ça sa réunion. Et maintenant, peut-être que les camarades de classe de telle bâche ont fait une cotisation pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Tu vois sur les réseaux n'importe quoi, 25 000 francs la semaine. Si tu veux épargner l'argent, va mettre là en banque. Va mettre dans une microfinance. Les trucs des réunions là où tu vas, c'est quoi? Hein? Si c'est ta réunion familiale et que tu connais tes gens et que vous êtes ensemble, fais ce que tu as fait. Mais même que là, tu n'es pas toujours en sécurité parce que les réunions, ça dépend de la réunion. Il faut être vraiment spirituellement élevé pour pouvoir voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est un peu ça. Sinon, merci pour le conseil, tonton. Merci de liker la vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo. Donc, on va passer à une autre histoire. Les amis qui vous entraînent dans les trucs là, vraiment. C'est une histoire de com. Alors, pour autre histoire, c'est toujours dans un cadre familial, sauf que là, c'est l'histoire de mon grand-père, mon feu grand-père, originaire du Sud, parce que je suis du Sud. Bon, c'était un monsieur qui a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Et il me raconte cette histoire pendant les vacances. On allait passer les vacances. Il me dit, lorsqu'il avait pratiquement 30 ans, il travaillait dans une boîte à Yaoundé. Il avait un ami et cet ami avait une manifestation au village. Il a demandé à mon grand-père de l'accompagner. Le monsieur en question, c'était un type de l'Est. S'il y a un village, je peux faire tel ou non, mais les ressortissants de l'Est sauront de quel village il s'agit, parce que ces villages ont fait la une de certains journaux. Alors, ils sont partis. Bonjour. Mon grand-père a dit, bon, je ne fais rien, allons, je t'accompagne. C'était son meilleur ami. Hein. Mon grand-père a fait son sac. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés en soirée. Bon, on a accueilli le monsieur. Curieusement, mon grand-père me dit que quand il est parti, il ne savait pas de quelle manifestation il s'agissait. C'était le deuil, c'était le mariage, ou c'était... Donc là, c'est une manifestation. Bon, arrivé, lui s'est dit que c'est peut-être une réunion familiale qui concerne les membres du village, un truc comme ça. Bon. Ils sont arrivés. Mon grand-père, il a dormi. Oui. Le lendemain matin, donc, l'ami de mon grand-père explique à mon grand-père que la manifestation commence. La fête va se dérouler ce soir. C'est ce soir, donc on va rentrer demain. Bon, c'est en matinée que le monsieur l'avait expliqué ça à mon grand-père. Dans la matinée, donc, puisqu'il n'avait rien fait, il s'était assis là dehors. Il voit des enfants jouer. Et des enfants venaient vers lui. Il prenait, comme il avait fait son petit sac, les petits gâteaux, les pains, il les partageait. Il y a une maman, il donnait les sardines. Après, donc, une maman s'est approchée de lui, dit, mon fils, c'est comment? Essayez de parler. Donc, causé, dit que maman, ça va. Parce qu'il faut leur dire que mon oncle, c'était quelqu'un qui a également, c'était pas sa première fois d'arriver à la zone de l'Est. Donc, il parlait un peu le Mongé et Wondo. Alors, le gars, la maman explique à mon grand-père, demande à mon grand-père que tu fais quoi ici? Mon grand-père explique que non, je suis venu accompagner un ami par rapport à la réunion familiale qui va se tenir tout à l'heure. La maman secoue la tête et dit, mon fils, la fête dont tu vois là, c'est toi qu'on va manger ce soir.
Donc, la grand-mère a dit ça à mon grand-père comme ça en live, comme on dit souvent. C'est même pas que cachotterie direct. Bon, mon grand-père a d'abord pris ça pour une blague, mais la grand-mère a fait comprendre que tu sais, dans la vie, il y a certaines personnes qui affichent un comportement quand ils arrivent quelque part. Et c'est ton cas. Je vois, tu as un cœur très large. Tu n'as pas des zones d'ombre dans ton cœur, un truc comme ça. La maman dit donc, la grand-mère dit donc à mon grand-père que comme tu vois là, ne tremble pas. Suis très attentivement ce qu'elle veut te demander de faire et fais ça. Et rien ne va t'arriver. Mon grand-père me dit que quand il a vu le sérieux du visage de la grand-mère là, il a commencé à trembler lui-même. La grand-mère a fait donc comprendre que le soir, parce que ça se passe souvent comment, lorsque on doit manger quelqu'un, ils vont d'abord faire un repas le plus normal, poisson, tout ce qu'il y a de plus normal. Maintenant, à une certaine heure là, le concerné sera boucané, un peu comme on voit dans les films là, comme on met la viande, on attache le soya. Donc, tout expliqué. La grand-mère dit donc que quand le moment de manger va arriver, tu dois être le premier à être servi. Donc, tu dois être le premier à être servi. Et dès que tu te sais, tu peux t'asseoir derrière. Donc, avant le début de la cérémonie, lorsqu'ils sont en train de faire leur petit discours pour manger la nourriture la plus normale, tu dois être assis en première barre, donc tout le monde doit te voir. Tout le monde doit te voir. Donc, il faut t'exposer un peu. Mais maintenant, quand tu vas être servi, tu peux t'asseoir derrière. Quand tout le monde sera concentré à aller manger, tu entres, tu prends tes choses, tu te casses. Mon grand-père a dit que maman, j'ai compris. À l'instant T, mon grand-père allait faire son sac. Il a tout fait, il a tout arrangé, ce qu'il est venu avec. Il a ouvert la fenêtre. Quand la soirée est venue, il a ouvert la fenêtre, il a laissé ouverte. Et le gars il a fait exactement ce que la grand-mère a eu à dire. Il a laissé servir, tout le monde le voyait. Après, il allait s'asseoir. Après, il s'est éclipsé. Il a entré, il a poussé, après, il est sorti par la fenêtre. Il a entré en brousse. Mon grand-père dit qu'il ne sait pas où il partait, mais il est entré en brousse. Il a commencé à marcher. Marcher. Après 30 minutes, le gars entend comment les voix sont derrière lui. Il faut leur dire que mon grand-père était quelqu'un de très croyant. Très croyant. Le gars, dans la marche, il se rend compte qu'on ne fait que se rapprocher de lui. Il marche. Il arrive dans un endroit où il y avait une espèce de pont. Le gars se rend compte que les gens sont à côté de lui. Il sort de la bourse, il se retrouve dans une piste, il commence à marcher. Puis là, il vient se cacher en bas du pont. Les gens là sont derrière lui. Il suit les voies. Après, il dit que ces gens ont commencé à tourner dans les environs là. Tourner. Là, ils suivaient leur voie. Il dit qu'il ne sait pas quel courage l'a amené. Essayer de voir les gens passer. Il dit que d'aucuns étaient sur le pont. Et il était en bas du pont. Alors le gars, il essaie de guetter. Il dit que lorsqu'il a sorti la tête, il voyait seulement la main de quelqu'un se balader. Dans la main. Il dit qu'il cherche à voir le corps, il ne voit pas le corps. Il voit, donc il ne voyait quasiment personne, rien que les membres. Donc c'était la main, donc c'était le pied. Les gens l'ont fait peut-être 15 minutes là, tourner. Ils sont partis. Mon grand-père restait là. Après 20 minutes, il est sorti. Il n'a plus fait 15 minutes de marche, il est tombé sur une route, donc goudronnée. Le gars s'est mis là, à marcher au milieu de la route. Il y a une voiture qui est venue, s'est mis au milieu de la route. Il a fait le stop, le monsieur l'a porté. Quand il explique donc ça au chauffeur, le chauffeur dit: quoi? Tu ne connais pas d'où tu sors? Le cannibalisme là-bas, c'est encore d'actualité. Mais tu as fait comment pour t'en sortir? Il essaie d'expliquer, dit que non, Dieu était avec toi. Bref, mon grand-père arrive dans sa maison, sa petite chambre à Yaoundé. Il est essoufflé, il n'arrive pas à croire ce qu'il arrive. 3 jours plus tard, il est couché comme ça un soir. Parce que depuis là, son ami n'était pas rentré.
il est couché comme ça un soir, bim, l'argent tombe sur... Pas que l'argent, donc il a suivi un sac. Bim, quelque chose tombe au chevet du lit. Il sursaute. Quand il se retourne, il voit un ballot. Petit sac, manioc. Quand il va guetter, il voit l'argent. Il a dit, mais c'est pas possible. Il a pris peur. C'est donc après quelques temps, il est parti voir un monsieur. Il a expliqué, le monsieur l'a fait comprendre que non, mais tu as vraiment tu es vraiment un gars béni. Hein? En réalité, l'ami avec qui tu es parti là, part été livré. Comme je t'ai échappé, c'est lui qu'on a pris. Et lorsqu'il devait faire ça, il devait recevoir un certain montant d'argent. Et c'est toi qui as reçu l'argent. Il a expliqué un truc comme ça. Comme ça. Mon grand-père en réalité n'a jamais dit ce qu'il a fait de cet argent. Mais c'est pour dire quoi? Faites très attention avec les amitiés que l'on noue avec certaines personnes. C'est vrai qu'il y a certaines amitiés qui en valent la peine. D'autres, vraiment, ça ne vaut pas la peine de tisser certaines amitiés avec certaines personnes. Voilà, ça on avait déjà l'histoire qui parlait des amitiés et tout. C'est juste un autre témoignage pour confirmer ça. Les amitiés inutiles là ne servent à rien. Que de venir sacrifier bêtement bête à tu vis seul. Vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Donc, merci encore de liker. On va continuer. On va prendre une autre histoire. C'est intéressant les histoires de WhatsApp là. 10 ans de ma... Et attends. J'ai encore une autre histoire pour vous. Moi, je suis malienne, je suis au Mali. Donc, du coup, un jour aussi, un bon monsieur qui transforme aussi son petit garçon, son fils unique en argent. Donc, du coup, le monsieur rêvait avoir beaucoup d'argent avec facilité. Donc, après 10 ans de mariage entre lui et sa femme, il n'y a toujours pas eu d'enfant. Avec des traitements, Dieu faisant bien les choses, ils ont eu un petit garçon. Donc, le mari avait vraiment envie d'avoir de l'argent facilement. Donc, du coup, ils sont partis au boulot. Donc, vraiment, il a fait des rituels et tout. Dans sa maison, sa femme n'était pas au courant. Donc, l'enfant, il a transformé son fils unique en serpent dans une pièce fermée, donc, dont la femme n'avait pas le droit de rentrer. Donc, la femme est revenue du boulot et elle a demandé, elle est partie à l'école. On dit qu'ils n'ont, et les gens de l'école ont dit qu'ils n'ont pas vu l'enfant, ça fait bientôt une journée et tout. Donc, elle est venue à la maison, elle a demandé son mari a dit non, et lui aussi n'a pas vu l'enfant et tout. Ils ont fait des investigations, ils sont partis à la police, ils ont mené des recherches. Or que le monsieur sait vraiment que c'est lui qui a transformé l'enfant et l'enfant n'est nulle part que dans une pièce fermée. Donc, ils sont partis à la police, la police n'a rien vu et tout, continue à rechercher le bon petit garçon. Au final, la mère a dit que peut-être son enfant a été kidnappé et elle a perdu la vie. Et il a perdu la vie, autant pour moi. Donc, du coup, Dieu faisant bien les choses, le mari, en partant au boulot, a oublié de fermer la pièce dont l'enfant se trouvait là-dedans. Donc, la femme voit que la situation du mari change, il a beaucoup d'argent et tout. Donc, comme le monsieur a oublié de fermer la porte en quelque sorte, donc par curiosité, la femme a voulu rentrer dans cette pièce-là pour voir qu'est-ce que le monsieur gardait là-dedans. Au final, la femme est venue, elle a vu dans la chambre, effectivement, c'était son fils unique avec, après des longs traitements, après beaucoup de longs traitements, son fils que le monsieur a transformé en argent. Elle a crié, elle a pleuré, après elle a appelé la police. La police est venue chercher son mari et l'a aussi enfermé. La bonne dame
est devenue folle au final. Ouais, ok. Elle devient maintenant folle par rapport à quoi? C'est elle qui faisait les rituels. C'est pas le mari qui a transformé son enfant en agent ou bien c'est ton histoire là même. Ça m'inquiète, hein. Ton histoire m'inquiète. On va prendre une autre histoire. Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. Ce soir, j'aimerais raconter une histoire mystique. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Il y a de cela, je crois, 6 ans de cela que c'est arrivé. En fait, j'étais revenue du Gabon pour venir passer un séjour avec... Non. Il y a un bruit de fond là qui est vraiment... C'est pas facile à écouter. Donc je vais prendre une autre histoire. Je suis désolé. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. J'espère que ma précédente histoire vous a plu. Bon, j'appelle d'Abidjan. Je voulais vous raconter encore une deuxième histoire. Ça, c'est ma grande soeur, ma soeur aînée, qui est très, très, très chrétienne, très, très religieuse, qui m'a expliqué cette histoire-là. Parce que ça arrivait à un membre de leur communauté. Donc, je vous explique, c'est un monsieur assez chrétien qui vivait avec sa femme et ses enfants à Cocody, donc dans une commune d'Abidjan. Et il se trouve que leur maison, ceux qui connaissent bien Abidjan, Cocody Sikoji, les anciens quartiers de Cocody, on appelle Cocody Sikoji. Et à Cocody Sikoji, les maisons sont faites de terre sur les anciennes concessions. Là. Le toit est un peu ouvert. Il y a une ouverture comme ça dans le toit. Tout n'est pas fermé. Ce n'est pas des maisons fermées comme les villas de maintenant. Donc, ils vivaient dans la maison. Je crois qu'il y a une partie de la maison qui était louée à côté de la maison. Pas à côté de la maison, il y avait le voisin qui était un jeune étudiant. Un jeune étudiant, je crois, en fin de cycle, un truc comme ça. Et donc, le jeune habitait juste à côté de la maison. Et un soir, il dit qu'il avait l'habitude de faire des prières familiales. C'est-à-dire, tous les soirs, il s'asseye, il prie en famille, monsieur, madame et les enfants. Ils prient comme ça et puis ils vont se coucher. Donc, ce jour-là, le soir, la prière, ils ont été portés dans la prière, ils ont été portés à prier plus longtemps. Donc, ils ont prié. Et au moment où ils voulaient aller se coucher, ils entendent un bruit. Ils entendent boum, comme un voleur peut-être, ou un cambrioleur qui est tombé dans la maison. Donc, il dit qu'il n'avait pas fermé toutes les portes, puisqu'il s'apprêtait maintenant à aller dormir. Donc, fermer et puis aller dormir. Il était plus tard, c'était au-delà de minuit. Donc, presque 1h du matin, un truc comme ça. Ils disent qu'ils avaient l'habitude de prier longtemps. Mais vraiment, ce jour-là, bizarrement, ils ont été portés dans la prière à prier vraiment plus longtemps. Donc, il va regarder, il dit à sa femme, attends, je vais aller regarder, quelque chose est tombé. Je suis sûr que c'est quelqu'un, parce qu'il entendait les pas de la personne, vous voyez, dans l'encoignure de la porte de la cuisine. C'est-à-dire que vous voyez, la porte n'est pas fermée, mais dans l'encoignure, la personne s'est cachée derrière, et puis c'est comme si la personne fuyait, mais je ne sais pas, se cachait. Donc il est parti, il a regardé, il a commencé à crier, si tu es un voleur, sors ici, tout ça. Il n'entend personne répondre, sors. Et il dit quelque chose, lui disait à l'esprit que ce n'est pas un voleur. C'est pas un voleur, c'est spirituel. Donc il menace la personne. Hey, ce que tu es venu chercher ici, là, sors ici. Si tu ne sors pas ici, là, on va demander à Dieu de descendre son feu sur toi là-bas. Sors. Donc la personne ne veut pas sortir. Donc il dit à sa femme, bon, on va continuer à prier. Fais coucher les enfants. Nous, on va continuer à prier. Les enfants sont allés se coucher. Ils ont continué la prière. Et ils ont prié, jusqu'à ce que la personne, il voyait que la personne était en train de sortir un peu. Il a répété encore la personne. Je lui disais, interpelle encore la personne. Donc, il interpelle encore la personne, dit sors ici. Donc, il va quand même regarder, il coince, il va regarder, parce qu'il avait un peu peur, il pensait que c'était quelque chose. Bon, il dit, bon, sors. Et puis, la personne commence à faire un pas. Donc, quelque chose lui dit, tire la personne. Donc, il regarde la personne, il voit que c'est une jeune fille qui était toute nue. Mais qu'est-ce que tu cherches ici? Qu'est-ce que tu fous ici alors que
J'ai fermé la porte d'entrée. Donc, tu ne peux pas rentrer dans la maison comme ça. Tu es tombé par le toit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te retrouves ici? Mais pour une fille, quand même, la hauteur est grande. Une fille ne peut pas sauter comme ça. Peut-être un garçon, oui, mais pas une fille. Tu fais quoi ici? Elle ne parle pas. Il dit, si tu continues, tu ne parles pas là. Ce qui t'a fait tomber là, elle te demande au Seigneur de faire tomber ça sur toi. Hein. Quitte-la. Donc, la fille, ça s'est dit vers 5 h du matin. Quand elle s'est rendue compte qu'elle était coincée, qu'elle ne pouvait plus bouger, elle est restée dans le silence comme ça. Eux aussi, ils continuaient de prier. Donc, c'est aux environs de 4-5 heures que la fille a commencé à parler. Elle dit, elle est étudiante en médecine, s'il vous plaît. Elle est étudiante en médecine à la faculté d'Abidjan. Elle est étudiante en 5e année, et puis en plus en fin de cycle, hein, en 5e année de médecine. Et qu'elle est sorcière depuis qu'elle a 6 ans, depuis qu'elle est toute petite, elle est sorcière. Donc elle explique un peu, bon c'est un peu long, elle explique un peu les frustrations qu'elle a eues dans l'enfance et qui l'ont conduit dans la sorcellerie. Que c'est, je crois, un parent qui lui a donné à manger et qui l'a mise dans une confrérie. Donc elle est rentrée dans la confrérie et depuis elle a gravi en échelon en livrant les gens. Et il est arrivé une année, elle en avait marre, elle ne voulait plus continuer la sorcellerie. Elle est tombée sur son premier amour, donc un jeune homme. Donc elle tombe sur le jeune homme et le jeune homme la blesse, la trahit et la rejette. C'est-à-dire au bout de quelques temps, le jeune homme joue avec elle et puis la laisse tomber. Et ça ne peut pas se faire. Elle étant sorcière, ayant le rang qu'elle a eu dans la sorcellerie, elle ne peut pas accepter ça. Donc, quand elle venait là, elle venait pour tuer le jeune homme. Donc, le monsieur ne comprend pas, il dit, mais aïe, dans ma maison, ici, il n'y a pas de jeune homme. Elle dit non, je venais dans les airs parce que moi, quand je me transforme dans le spirituel, je suis en même temps un aigle et en même temps une panthère. Donc, avec mes griffes, je te frappe. Et quand je te frappe, que tu tombes là, je te broie avec mes crocs. Donc, le gars lui dit, ah, mais donc, c'est qui tu es venu? Elle dit, à côté de chez vous là, votre voisin, c'est lui là que je suis venu tuer. Il dit, bon, il est très tôt le matin. Je vais toquer à sa porte, comme c'est notre voisin direct, comme c'est un jeune là. Parce qu'il disait que, ah, si je raconte son jeune là, sans que tu ne sois là, moi je ne te connais pas. Je ne connais pas ton nom. Lui, peut-être s'il te voit, il va te connaître. En temps, il avait dit à sa femme de lui donner un pain, parce qu'elle était toute nue, donner un pain pour la couvrir. Donc, il va appeler le jeune homme. Le jeune homme s'assied. Il dit au jeune homme que, ah, il y a quelqu'un qui est ici qui veut te parler. Donc, il explique au jeune homme, ah, voilà, on s'apprêtait à aller se coucher. À cause de toi, on n'a pas dormi toute la nuit parce que voilà ce qui s'est passé. Donc, le jeune homme, tout apeuré, il tremblait pratiquement. Il n'est pas chrétien, il n'est pas turc, il n'est pas religieux, il n'est pas, bon, il ne fait rien. Il vit comme un mouton. Il ne se protège pas aussi. C'est vrai qu'il n'est pas dans les trucs des ancêtres pour dire que non, il se protège. Il a un fétiche, mec, rien, il ne fait rien. Il vivait comme un poulet. Donc la fille était venue pour la battre, pour le tuer, pour l'achever. Un temps, elle disait qu'elle agissait déjà avec son nom. C'est-à-dire qu'elle faisait des pratiques avec son nom. De sorte qu'elle s'est associée avec lui, des membres de sa famille qui sont sorciers. Ils ont fait une alliance. Elle n'est pas parentale à lui, hein, mais ils ont fait une alliance. Ils ont pactisé pour le tuer. Et le temps était arrivé pour que c'était elle qui devait l'achever. Oui. Effectivement, le jeune homme raconte qu'il avait plein de difficultés, ça n'allait pas. Même à l'école, ça n'allait pas. Il avait des fortes migraines. Rien ne passait. Il faisait des petits business à côté pour s'en sortir, mais rien ne passait. Lui, ses parents sont pauvres, donc vraiment, il faisait tout pour que tous ces petits business, il faisait en dehors de l'école, en dehors de la fac, là, ça ne passait pas. Donc on lui demande, tu connais la fille? Oui, je la reconnais. C'est une copine comme ça, une fille que j'ai eue comme ça. Je ne me rappelle même plus bien même de notre histoire là même. Parce que ça a duré. Elle dit, elle n'a pas oublié qu'il a blessé, il a froissé. Donc il fallait qu'elle achève. Donc voici le monsieur qui est chrétien qui lui parle, qui essaie de la raisonner. Qui lui dit que le fait que tu sois tombé ici veut dire que c'est fini. Voilà, tu es tombé parce que ça a été surpris. Elle dit non, quand elle s'envolait, il y a un feu qu'elle ne connaît pas, un feu étranger qui l'a rejoint dans les airs là-bas, qui l'a brûlé. Donc ça fait qu'elle ne pouvait plus, elle est tombée. Donc elle s'est rendue compte que c'était trop. Elle n'a jamais vu ça. Elle, on n'a jamais combattu, on n'a jamais pu la vaincre. Qui peut faire ça? Donc c'est pour ça qu'elle était cachée, elle avait peur de sortir. Parce que chez eux, si elle reste comme ça jusqu'à ce que
le jour la trouve, c'est pas bon. Mais elle est restée là jusqu'au jour, rien. Donc, elle s'est dit, bon, peut-être qu'elle est dans une maison spéciale. Donc, l'homme qui lui dit, nous sommes chrétiens. Donc, on veut te parler de Dieu, tout ça. Il faut changer, il faut laisser tout ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Il faut donner ta vie à Dieu, tout ça, change de vie. Et la fille a commencé à pleurer. Bon, il tentait de lui parler. Puis, ils lui ont dit, bon, on a fini de te parler. Ce que tu veux faire de ta vie, là, tu es libre. Donc, le jeune homme, quand il est parti, comme lui, il connaissait le jeune, il lui disait bonjour, bonsoir. Ils échangeaient quand même les civilités. Il a parlé au jeune. Ah, cette fille-là, moi, je ne la connais pas. Je lui ai parlé, elle est partie. Peut-être qu'elle a accepté le pardon que je lui ai demandé. Peut-être qu'elle n'a pas accepté aussi ton pardon, je ne sais pas. Mais te voici face à ton destin. Il y a quelqu'un qui veut te tuer qui est là. Tu ne vas pas à l'église. Tu n'es pas quelque part. Tu n'es pas féticheur. Tu vis comme un poulet. Donc mon frère, il faut te réveiller. Choisis une voie. Et puis prends ta vie en main. Donc après ça, il me dit qu'après ça, ma soeur me dit pardon qu'après ça, le jeune homme a accepté de se convertir parce qu'il n'avait pas d'échappatoire. Il avait tellement peur. Il a accepté de donner sa vie à Dieu. Il a changé radicalement. Aujourd'hui, je vous parle, il est devenu prêtre. Il est devenu prêtre. Il a complètement tout laissé. Il s'est donné à Dieu. Il a continué ses études étant prêtre, puisque les prêtres étudient. Actuellement, c'est un prêtre. Voilà. Donc, c'était l'histoire que j'avais à vous raconter. C'est une histoire aussi qui doit servir de leçon. Les hommes, quand vous sortez avec les filles, vous brisez les cœurs des filles. Vous déchirez le cœur des filles. Vous ne savez pas à quel point briser une relation, mais coucher avec une fille et puis la rejeter après quelques années, là. Quel impact ça peut avoir dans la vie des filles. Puis vous ne savez pas avec qui vous couchez. Vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas féticheur. C'est-à-dire que vous ne faites pas du fétiche. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes rien. Vous vous amusez comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas simples. Il y a des gens qui ont un esprit. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a des gens qui sont mystiques profondément. Et je parle aux filles comme aux garçons. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier, là, il y a des choses qu'il faut laisser. À moins que vous soyez bien assis. C'est-à-dire que quand il dit bien assis, soit tu fais ton fétiche, tu es bien assis dedans. Soit tu es chrétien et puis tu es bien accroché à Dieu. Et puis tu maries la femme que tu rencontres, mais tu maries l'homme que tu rencontres. Mais papillonner là, ce n'est pas bon. Papillonner là, ça peut tuer. Donc voici l'histoire que j'avais à raconter. Wow. Très bon conseil. Et voilà. Et si tu n'es pas prêt à t'engager seulement avec un homme ou bien avec une femme, ça ne sert à rien de venir perdre le temps de quelqu'un. Parce qu'il y a des déceptions amoureuses qui peuvent entraîner un changement radical. Déjà, tu vois une fille là, elle a l'air inoffensive, comme ça là, tu brises son cœur direct sur le marabout, elle n'est pas vivant, pas gâté. Tu es encore vivant, on dit qu'on pas gâter le corps. On pas gâter ton corps, tu es encore vivant. C'est le feu. Mais tu vois un boy, quand tu manges son argent comme ça bêtement là, après tu dis ok, tu veux même mon âme. Il part travailler une partie là, il vient te donner ça, tu manges. Bam, tu vois là seulement que ta vie bascule du jour au lendemain comme ça là. Donc c'est ça, il faut éviter la qualité de sale vie là, ça ne sert à rien. Il y a des, c'est pas tout le monde qui est mystique, c'est vrai. On va pas en même temps avoir créer une alerte genre tout le monde est mystique, non. Mais c'est juste que si tu mènes ce genre de vie là, il est question là de temps, parce qu'avec le temps tu vas tomber sur une personne qui est mauvaise, forcément, c'est comme ça. Tu peux faire avec tes 3, 4, 5 garçons, rien ne se passe. Mais il y aura un gars avec qui tu vas flirter, ça va, quelque chose va se passer. Et là, tu vas venir sur DMG TV aussi nous raconter ton histoire, un peu comme celles qui sont tombées dans les pièges comme ça là. Donc, soyons prudents, c'était la dernière histoire. Je vous remercie pour ceux qui ont liké la vidéo, ceux qui ont commenté, ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos. C'est chaque jour à 12h sur YouTube. On va maintenant poster les histoires de WhatsApp là, 10-10, peut-être même plus. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Ça fait peut-être 1h20 déjà, c'est déjà un peu trop. On va faire 1h quelque chose, c'est bon. Pas 2h. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu n'as pas encore liké, like la vidéo. Si tu as une histoire que tu veux raconter, envoie sur le numéro WhatsApp. Et puis ceux qui envoient les histoires, sachez que j'écoute progressivement, c'est-à-dire que je pars en bas. Ceux qui ont envoyé en premier, j'écoute, j'enregistre et puis je viens jouer. Donc si tu envoies ton histoire et que j'ai pas encore ouvert ton message, ne t'inquiète pas, je vais ouvrir. Ce n'est que le temps. On ne pourra pas tout poster en même temps, sinon on ne va pas écouter ça. Il faut poster progressivement, comme ça on prend la peine d'écouter réellement ce que vous avez à dire et voilà, et de faire des commentaires par rapport à ça et de partager, que ça touche la cible exacte. Donc c'est pas seulement de faire des audios, il faudrait aussi que ça touche la cible. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Le live c'est vendredi 20h, dimanche 20h et mercredi 20h sur TikTok. Donc bye bye.